Bonjour à tous. Merci de venir participer à cette session sur le thème des construire des applications résilientes en multi-cloud. Je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc, je m'appelle Bastien Cadio, je suis actuellement Cloud Builder pour Whiscale. Je suis également Lead DevOps dans un grand groupe de médias français et accessoirement architecte visualisation. Bon, je fais beaucoup de choses à part ça, mais c'est les choses qui nous intéressaient pour aujourd'hui. Avant de commencer, je vous propose de vous raconter un peu le pourquoi du comment est-ce que j'ai choisi de vous parler de construire des applications résilientes en multi-cloud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la dernière fois que j'ai fait présenter une présentation, c'était lors du Paris Container Day en juin 2017 dernier. Et j'ai présenté Nomad, j'ai présenté comment ça fonctionnait, et notamment pour cela, j'ai démontré comment ça fonctionnait à travers deux clouds différents, Amazon Web Services et Google Cloud. Ça marchait très bien, et néanmoins, après ça, en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été levées par rapport à ça, où on me disait, bah, effectivement, le cloud, c'est super bien, ça marche très bien à la demande, on peut instancier, détruire à la demande, c'est très très bien, mais on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions de l'ordre, bah, je ne sais pas comment est fait mon fournisseur de cloud, donc je dois lui faire confiance sur la manière dont il orchestre mes services, dans la manière dont il gère leur vie, dans la manière dont il s'assure que mon service à moi est disponible. On se pose également des questions du style, bah, mon cloud provider, il est très bien, mais si demain j'ai envie de changer, si demain ça ne me convient pas, bah, le fait de m'être lié à certains services particuliers, parce que chaque fournisseur de cloud a des services qui sont particuliers, que seul lui sait gérer, bah, ça peut vite devenir un problème. Donc toutes ces questions-là, je me suis dit, bah, ok, très bien. Donc on va commencer à travailler un peu là-dessus et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour me dire, maintenant je veux construire des applications qui sont résilientes en multi-cloud. C'est pour ça qu'on va commencer tout d'abord par décomposer un peu notre intitulé. Construire des applications. Bon, jusque-là, c'est un domaine que la plupart d'entre vous savent faire. C'est assez simple. On construit une application qui peut exister sur un seul nœud. C'est très très facile. Deuxième élément, résiliente. La résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est un mot qui est galvaudé. Et je vous propose de commencer à réfléchir un peu sur la résilience, comment est-ce qu'on l'atteint. Et enfin, multi-cloud. Multi-cloud, pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça veut dire réellement et comment on l'implémente. Ok, parlons de la résilience et parlons de ce que ça veut dire et comment l'implémenter. Tout d'abord, alors ça va être un peu scolaire, je suis désolé, mais il faut commencer par là, c'est une petite définition. La résilience, allez, on va lire. Résilience désigne la résistance d'un matériau au choc, blablabla. Ce qui est important, c'est la fin, c'est d'un système à surmonter une altération de son environnement. Pour nous, quand on construit une application résiliente en multi-cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une panne sur un cloud, s'il y a une panne sur nos services, il faut que notre application ne soit pas impactée. Nous, nos utilisateurs, ça nous intéresse peu au final de savoir où on se déploie. Qu'on se déploie en interne, qu'on se déploie chez Amazon, chez Google, qu'on se déploie chez OVH, peu importe, ça n'intéresse pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte qu'on va construire une application qui puisse résister au choc, résister à une altération, résister à une panne. Et des pannes, ben, on a vu. Récemment, il y a eu la panne OVH, tout le monde a entendu parler. OVH est un cloud provider, et pourtant tout le monde lui faisait confiance. OVH, c'est génial. Un peu plus anciennement que ça, il y a la panne qu'on appelle la panne S3. La panne S3, tout le monde fait qu'on sait S3, S3 est très disponible. Ok, S3 tombe, on perd la moitié du web mondial. C'est embêtant quand même. Ok, maintenant la résilience qu'on a un peu définie, quels sont les avantages? On augmente la disponibilité. Ah oui, si notre application est résiliente et peut s'auto-réparer et peut résister aux événements, bah forcément, la disponibilité globale est améliorée. On peut s'adapter à l'environnement, c'est inclus dans la définition. Toute modification, quelle qu'elle soit, la résilience permet de s'y adapter. Maintenant, les inconvénients. Parce qu'il y en a quand même. Les inconvénients, bah, c'est plus complexe. Bah oui, parce qu'effectivement, déployer un serveur tout seul, déployer un service tout seul, c'est facile. Surtout quand on reste au sein d'un seul cloud provider. Bah oui, souvent c'est 3 clics, ça marche tout de suite. Ok, si on veut être résilient, peu importe que ce soit multi-cloud ou non multi-cloud, bah, ça nécessite de réfléchir un peu plus loin pour envisager des mécanismes de haute disponibilité, des mécanismes de récupération en cas de panne, et ça, c'est plus complexe. Enfin, bah, il y a la partie test de vie. Test de vie, c'est un mot, plutôt un ensemble de mots qui sont un peu magiques, mais ça veut dire un peu tout et rien. Et c'est pour ça que les tests de vie, moi je vous propose de faire un petit focus dessus et d'aller voir un test de vie, ou plutôt les tests de vie, qu'est-ce que c'est? Et pour cela, bah, je vais vous parler de l'exemple de la stratégie du chaos. Stratégie du chaos ou principe du chaos. Est-ce que dans la salle, il y a des gens à qui ça parle, les principes du chaos? Enlevez leur main. Okay. Je vois que la campagne de communication marketing de Netflix a bien marché.
Les principes du chaos, c'est quelque chose qui a été inventé ou alors remis au goût du jour par Netflix en 2011 et qui part du principe que un incident, ça survient. Une panne, ça survient. Et il faut que nos applications et nos services puissent résister à tout type de panne. Et c'est exactement ce qu'a fait Netflix en développant ces principes du chaos et dont leur implémentation est la Simian Army. Simian Army, dont on connaît un des modules les plus, les plus vendeurs, c'est le Chaos Monkey. Mais il y a d'autres choses que le Chaos Monkey dans la Simian Army. Le principe de dire, la Simian Army, c'est dire, OK, j'ai des singes qui s'introduisent dans mon data center et qui se mettent à tout saccager. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut arriver, ça serait un peu fort quand même, mais qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je fais pour résister à ce genre d'événement? Et bien dans ce cas-là, ils ont développé une sorte de réflexion autour de la conception même des applications et la conception même de leurs infrastructures pour dire, je vais m'adapter à ces événements qui peuvent se produire. Et le Chaos Monkey, c'est une logique chez Netflix qui va dire je vais arbitrairement détruire des serveurs, détruire des services, voire même détruire des zones entières de disponibilité chez Amazon. Et il faut que tout fonctionne. Ça, c'est le principe du Chaos Monkey. Et c'est pour ça qu'à partir de là, même sans aller jusqu'à implémenter Chaos Monkey, parce que Chaos Monkey, c'est quand même quelque chose d'assez lourd et d'assez complexe à mettre en œuvre, on peut néanmoins en tirer quelques enseignements qui sont intéressants. Notamment, voilà, ne pas chercher à éviter l'incident. L'incident fait partie du cycle de vie. Précédemment, j'ai travaillé dans une grande organisation pour laquelle ils mettaient une énergie et un argent monstrueux à essayer de couvrir tous les cas possibles d'incidents. Donc on avait des tests qui des fois duraient, pour une seule application, pouvaient durer jusqu'à 1 an. Donc vous imaginez, entre le moment où vous dites je veux que ça passe en prod et vous rentrez en phase de test, en phase de qualif, il s'écoule 1 an avant la prod. Ah, effectivement, c'était extrêmement résistant. Mais bon, le jour où il y a une panne, et il y a une panne, c'était la panique. Tout le monde sur le pont, les gens qui étaient d'astreinte, en expert d'astreinte, c'est le problème. Donc ne cherchez pas à éviter l'incident, c'est quelque chose qui peut arriver, ça va arriver, l'exemple OVH nous le démontre. Partez du principe que l'incident, et pas l'accident, fait partie du cycle de vie normal d'un projet. Sachez gérer l'incident, et pour cela, il faut abuser des tests de vie. Donc il faut tester tout le temps si nos services, si nos applicatifs, si nos différents composants sont en vie, et s'ils ne sont pas en vie, il faut faire une action qui est correspondante. Si on parle en termes de dev, en termes de code, ce serait typiquement if, else. Okay. Si if, mon service est en vie, normalement. S'il n'est pas en vie, je fonctionne différemment. Mais on s'adapte. C'est le principe de la résilience, le principe des tests de vie. Un autre principe qui est important, c'est ce qu'on appelle la réduction du couplage applicatif. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce terme un peu barbare? En fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire qu'il faut que vos applications ou vos services applicatifs puissent discuter ensemble de la manière la plus standardisée et la moins contraignante possible. Si je veux, sans entrer dans les détails, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, si je vous donne un exemple type, c'est quand je crée un partage réseau et que mon poste y accède, c'est un couplage applicatif fort. Si je perds mon serveur partage réseau, la plupart du temps, ça se passe mal. Si par contre, je veux accéder à une page web et que mon serveur web derrière tombe, bah, potentiellement, si je tombe sur un autre serveur web, ça n'aura pas vraiment d'impact. C'est partie des choses qui sont importantes quand on pense couplage applicatif. Et enfin, la fameuse analogie du bétail et du chaton. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est considérer vos serveurs et vos services comme étant du bétail et non pas comme un chaton. Pourquoi je dis ça? Parce que le bétail, c'est bien, on a notre bétail, on s'en occupe. Mais bon, si on perd une bête, bah, il y en a une autre qui va remplacer. Un chaton, on s'en occupe, on brosse, on l'aime très fort, et s'il meurt, bah, on est très triste. Et ça, c'est pas une bonne démarche à avoir quand on gère des services applicatifs, quand on gère des serveurs. Ok, continuons maintenant sur le deuxième volet de notre étude multi-cloud, la partie multi-cloud réelle. Et pour cela, une petite définition également. Quand on parle de multi-cloud, selon moi, alors ça pour le coup, autant l'autre, je l'ai trouvé dans le Larousse, j'avoue, autant celle-ci, c'est moi qui l'ai écrite, et pour moi, le multi-cloud, c'est une stratégie de déploiement multiple de services dans dans une architecture unique et cohérente. Ça veut dire que si on se déploie dans un environnement multi-cloud, il faut que toute notre stack applicative, toute notre architecture puisse fonctionner d'un seul tenant, comme si c'était un seul élément. Finalement, les composants techniques et réels qu'ils ont derrière n'ont pas réellement d'importance. Si je devais faire une analogie, je dirais par exemple, si je déploie un applicatif, imaginons, serveur web et serveur de données, bah, le fait que mon serveur de données soit physique, mais serveur web soit containerisé, ou en machine virtuelle, ne doit pas poser de problème. C'est ça une architecture cohérente. Si vos services déployés en multi-cloud ne sont pas cohérents, bah forcément, au moment où vous vous retrouverez
à devoir les créer ou de basculer, ça ne marchera pas très bien parce que c'est pas conçu pour fonctionner comme ça. Avantage. Ah pardon, j'ai oublié un élément, effectivement. Malheureusement, souvent une arlésienne. Bah oui, c'est souvent une arlésienne de pensation cohérente. Souvent, on va mettre un côté là, ou encore pire des cas, on va dire, ça marche un fournisseur de cloud, je vais le dupliquer à côté en espérant que ce soit tout pareil. Ouais, bah effectivement, c'est... Ok, on peut le faire. Puis le jour où on en a besoin réellement, bah, ça ne marche pas. C'est le même système que les plans de secours, que les plans de PRA. Si on ne teste pas, bah, ça marche. Le jour où on en a besoin, ça s'éclate lamentablement. Maintenant, parlons des avantages. Avantage, bah, le fait d'être multi-cloud, effectivement, la première qui nous vient à l'idée, c'est le fait de ne pas se lier à un fournisseur. Si notre fournisseur subitement devient plus cher, si notre fournisseur subitement change de politique commerciale, change de politique de gestion des données, décide subitement de fermer les vannes, bah, là on n'est pas bloqué, on peut passer à côté. L'autre évident, c'est la flexibilité. On est flexible, on peut régler le curseur, se déployer plus d'un côté et plus de l'autre, de manière à éventuellement, imaginons notre fournisseur 1 devient plus cher que l'autre, alors que le 2 est moins cher, on change le curseur, on se déploie plus sur le 2, on fait des économies. C'est la flexibilité, entre autres. Et pour terminer, la disponibilité. C'est l'élément important de passer à un fournisseur. On perd notre fournisseur, comme dans le cas d'OVH, bah, c'est pas bien grave parce qu'on existe toujours à côté. Maintenant, les inconvénients, parce qu'il y en a toujours des inconvénients. La complexité, eh oui, la complexité, c'est effectivement pendant que je disais tout à l'heure. Le fait d'être multi-cloud, le fait de se déployer à différents endroits, bah, fait qu'on ne peut plus simplement se fier à chaque fournisseur de cloud et donc dans son écosystème, parce qu'ils nous fournissent toujours des architectures préconçues, préfaites et qui marchent très bien. Mais là, on est obligé de penser un peu en dehors de ça et de réfléchir à comment est-ce que je peux faire fonctionner un multi-cloud. Ça, c'est plus complexe, ça nécessite de réfléchir un peu plus loin que les architectures types que nous fournissent nos fournisseurs de cloud. La stratégie spécifique de gestion, c'est le corollaire à ça. Et enfin, l'interopérabilité. Interopérabilité, c'est quelque chose qu'on néglige assez souvent, c'est pour ça que j'aimerais vous faire un petit focus dessus. Interopérabilité. L'interopérabilité, pour vous l'expliquer, je vais vous donner un petit exemple. La mission Mars Climate Orbiter. Moi, j'aime bien qu'on ait des exemples, je trouve ça parlant. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la mission Mars Climate Orbiter? Levez la main si ça vous parle. Ah, 2, 3. Un peu moins que Netflix. Hein. Ça commence à dater, c'est ça. J'ai vu un monsieur faire comme ça, il a bien compris ce que c'était. Mars Climate Orbiter, c'était une mission de 1998 visant à envoyer une sonde sur Mars en faisant une coopération entre la NASA, l'Agence spatiale américaine, et l'ESA, l'Agence spatiale européenne. L'idée était très bonne. Il y a un petit problème d'interopérabilité, c'est que l'une parlait un système métrique et l'autre un système impérial. Donc forcément, quand la sonde chargée de calculer la distance entre la planète ne parle pas le même langage que celle chargée d'allumer les moteurs, bah, le schéma est explicite. Il se retrouve un tout petit peu trop proche de la planète et s'explose sur la planète. Ça, c'est typiquement l'interopérabilité. À la base, ça marchait, c'était testé, ça marchait. Puis finalement, on se rend compte que ça ne parlait pas le même langage. Et quand nous, on va devoir faire nos multi-cloud, il faut penser interopérabilité, parce qu'il faut que nos services qu'on va concevoir sur chaque fournisseur de cloud puissent se parler ensemble de manière justement à assurer cette résilience. Parce que c'est ça la clé de la résilience, entre autres. Donc, si je prends un peu les principes qui en découlent, l'obligation de convergence, c'est le corollaire de l'interopérabilité. Il faut forcément que nos multi-clouds, nos clouds différents, parlent le même langage et donc convergent vers un point unique. C'est pas la peine de chercher à prendre les services les plus évolués, les plus géniaux de chaque fournisseur de cloud. Si au moment où vous les basculez, ils ne sont pas disponibles. C'est bien, vous avez un truc qui marche très très bien d'un côté. Par exemple, si je te donne un exemple, maison chez Google, la partie BigQuery pour faire des requêtes des requêtes sur des volumes de données énormes, c'est très bien, ça marche bien chez Google, mais si votre applicatif et votre criticité repose dessus, le jour où vous basculez à côté, vous ne l'avez plus. Donc ça, c'est l'application de convergence. Il faut converger vers un truc qui est langage commun. Le dépassionné choix du fournisseur. Alors ça, quand on se met à faire de l'architecture cloud, quand on met à réfléchir, on a chacun nos petits fournisseurs qu'on aime bien pour certains services qu'on est habitué. À titre d'exemple, voilà, moi je suis pro Google Cloud, c'est mon dada, j'aime ça, ok. Mais pour autant, si jamais il y a des choses qui se font bien chez notre fournisseur de cloud et que Google Cloud ne fait pas bien, il faut passer, il faut prendre ce qu'il y a de mieux ailleurs. Et le cloud, c'est ça, c'est à la demande. Donc on va se construire à la demande en fonction des besoins. Les adhérences, c'est simplement le fait que vos services n'ont pas se lier à un fournisseur de cloud particulier. C'est tellement un corollaire un peu de tout ça.
fameux service que je parlais, et le dénominateur commun. Donc le dénominateur commun, il faut identifier les choses qui peuvent communiquer ensemble. Et tant pis si vous n'avez pas les services les plus évolués. Ça, c'est un peu le minimum à avoir. OK. Maintenant qu'on a un peu brossé notre thème, construire des applications résilientes en multi-cloud, bah maintenant, on peut commencer un peu à regarder comment on va faire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, multi-cloud, en fait, c'est un peu multiforme, parce qu'il y a différentes façons de faire, plein de possibilités, et que un cloud, au final, ça fait plein de choses. Et qu'il faut simplement se dire, quand je vais déployer mon applicatif, quand je vais déployer mes applications, comment je vais le faire. Par exemple, je peux très bien choisir de déployer mes applications dans des VM. Je peux très bien choisir de les déployer dans des conteneurs. Je peux choisir de les déployer dans du serverless. Je peux choisir de les déployer simplement dans différents types de méthodes. Et pour cela, il faut simplement, quand on fait du multi-cloud, harmoniser les deux. Je vais vous montrer un exemple qui fait peur. On en reviendra un peu plus tard. Ça, par exemple, c'est une archi multi-cloud. J'aime bien avoir le regard des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? On y reviendra après, mais ça, typiquement, c'est une archi multi-cloud. Et on va l'étudier juste après. Donc vous inquiétez pas, je la décomposerai un peu plus tard. L'idée, c'est que là, on a un VPN qui relie nos clouds. On a des instances lancées de chaque côté. On a du stockage partagé, un cluster de services, des conteneurs, et enfin un CDN en frontal. Bon, on va étudier pourquoi tout à l'heure on fait tout ça, mais en fait, on peut faire même différemment du multi-cloud. On peut le faire encore un peu plus simplement. C'est une logique différente. Deux fournisseurs de cloud, dans chacun un VPC, qu'on va relier par un VPN, simplement, et dans chaque fournisseur de cloud, deux instances. C'est du multi-cloud. Nos services s'exécutent dans un cloud différent. Ils sont indépendants, mais peut-être que nos services n'ont pas besoin d'être connectés ensemble. Peut-être qu'ils ont juste besoin de partager des données à un instant T, de se communiquer ensemble par un réseau privé, et ça peut suffire. C'est du multi-cloud. Typiquement, si je veux exécuter des batchs, je peux s'exécuter indifféremment sur n'importe quel fournisseur de cloud. Je n'ai pas besoin d'exposer, je n'ai pas besoin d'avoir des services complexes, juste des puissances de calcul. Ça, c'est compatible. Autre possibilité. Alors là, c'est une chose qu'avant, c'est qu'on a encore plus réduit. Je n'ai même plus de VPN, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'un VPN? Pas forcément. Là, j'ai des instances de chaque côté, et j'ai devant tout ça un CDN. Simplement, un CDN qui va agréger le trafic, qui fait mon point d'entrée vers mes deux fournisseurs de cloud, et qui va distribuer le trafic sur mes deux clouds différents. Ça marche, on est du multi-cloud. Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs hyper évolués avant de se rendre compte, avant de vouloir faire du multi-cloud. C'est du multi-cloud, ça dépend de ce que vous avez besoin, mais c'est du multi-cloud. Et enfin, vous savez quoi, je vais même aller encore plus simplement que ça, et vous montrer que le multi-cloud, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses. Dans la possibilité, je crée deux buckets. Deux buckets, un bucket Amazon S3, un bucket Google Cloud Storage, je mets mon site dedans, et puis devant, je ne m'embête même pas à mettre un CDN. Je mets un round robin DNS qui pointe qui fait un reverse DNS devant ces attraits-là. Si mon site est statique, ça marche. Je suis du multi-cloud. C'est magique en fait le multi-cloud. On peut faire plein de trucs avec. Ok. Maintenant, comme je vous ai promis, au tout début, on a vu un schéma un peu complexe. Et effectivement, si il s'agissait que de faire des buckets S3 reliés par un DNS, je ne pense pas que vous serez là. C'est un truc que vous savez faire. Donc, je vous ai promis d'étudier un peu plus en détail notre architecture un peu plus évoluée, une architecture un peu complexe. Construisons-la ensemble. Donc, c'est une architecture. On va commencer par créer nos deux fournisseurs de cloud, Amazon ou Google. Le choix est complètement arbitraire, mais ça pourrait être n'importe quel fournisseur de cloud, c'est vous qui voyez ensuite. Pour chaque fournisseur de cloud, je construis mon réseau de base, mes VPC, mes sous-réseaux, un bastion de chaque côté. C'est quand même bien de pouvoir y accéder, même s'il y aura d'autres méthodes, mais un bastion de chaque côté, c'est une base. Et là, maintenant, j'ai une base. Les deux sont isolés. Maintenant, un peu plus loin. Je vais choisir de relier par un VPN. Ça tombe bien, quand je parlais tout à l'heure de dominateur commun d'interopérabilité, ça tombe bien, les VPN de Google, Google Cloud et d'Amazon Web Services sont compatibles. Tous les deux parlent en IPsec et tous les deux peuvent s'interconnecter ensemble. Donc c'est très bien. Donc justement, l'interopérabilité ici est possible. On peut router et on peut s'interconnecter au niveau 2, donc au niveau plus bas, avoir un réseau privé qui puisse être accessible sans passer par Internet entre des fonctions de cloud. C'est très bien si on veut partager des données sans exposer. Donc là, on a notre VPN, d'accord, VPN Gateway et Customer Gateway. Et maintenant, on va plus loin. On se dit, c'est bien tout ça. Maintenant, je vais pouvoir déployer. Et pour cela, j'aimerais bien créer des services de chaque côté. Mais vu que mes fournisseurs de cloud ne se parlent pas, il faut quand même que je trouve un moyen pour faire en sorte que mes services de chaque côté puissent retrouver les autres
de manière un peu efficace. Donc je vais instancier un consul. Consul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un annuaire de services qui va charger d'enregistrer les services, sur quel IP ils sont, quel port, exposer un nom DNS, exposer une API pour que chacun puisse se retrouver. Donc ça va être très utile parce que du coup, un service sera déployé côté Amazon. Si le côté Google veut le joindre, veut discuter avec lui, bah, il pourra lui parler avec un nom abstrait sans avoir à déterminer sur quel IP tu es, sur quel port tu es, comment je te joins, etc., etc. Donc ça, c'est très bien. Et on met ça en place. Ça, c'est un choix arbitraire. Encore une fois, cette architecture, c'est un exemple. Ce n'est pas forcément la seule qui existe, mais c'est un exemple pour vous montrer comme quoi c'est possible. Une fois que j'ai fait ça, je me dis, bah, c'est bien. Maintenant, j'aimerais bien quand même pouvoir déployer des services, et pas uniquement des VM. Donc je vais instancier Nomad. Nomad, qui est un orchestrateur de services, au même titre que Kubernetes, que Swarm ou que Mesos. Et ce qui est bien dans Nomad, c'est que c'est la même société qui fait Consul, qui s'appelle HashiCorp. Et donc les deux savent parler ensemble. Ça nous a apporté un truc qui va être très intéressant pour nous, c'est que quand on va instancier des services avec Nomad, ben, ils vont automatiquement s'enregistrer dans Consul. Donc c'est un truc qui est intéressant parce que et chaque côté vont se parler. Donc un service créé côté Amazon va s'enregistrer dans le Consul, dans un lien de service. Et si le côté Google veut le retrouver, et on verra tout à l'heure qu'il en a besoin, il peut lui parler directement sans avoir à renseigner des IP en dur, renseigner des choses en dur. Donc ça c'est bien, c'est typiquement la partie interopérabilité et les services compatibles. Donc là les deux sont compatibles, les deux ont discuté, et bien sûr à travers le VPN, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Si on continue un peu plus loin, bah, je décide que mes services, il faut quand même qu'ils soient accessibles en frontal. Pour accessibles en frontal, bah, je vais sélectionner Traffic. Donc Traffic, c'est ce qu'on appellerait un répartiteur de charge moderne. C'est un mot que j'aime pas du tout, mais ça veut dire que ce qui se cache derrière ce mot, simplement que Traffic, il sait parler avec Consul. Et du coup, Traffic va permettre de retrouver les différents services suivant ce que Consul lui indique. Donc quand un service se déplace, quand un service meurt, quand un service se crée, Traffic le sait instantanément et donc peut rediriger le trafic dessus. C'est quand même pas mal pour nous parce que ça permet d'avoir une infrastructure qui bouge, qui a des inconvénients, qui a des problèmes et qui a des incidents, et pourtant ça se reconfigure. Alors, vous voyez, on s'approche de la notion de résilience quand même, parce qu'une panne d'un de nos services déployés par Nomad, finalement, ne posera pas de problème, parce que Consul l'aura référencé, Consul saura où est-ce qu'il est disponible, il mettra à disposition de Traffic, et donc on y accédera sans interruption. C'est quand même assez intéressant. Maintenant, je continue, et on va parler du stockage objet. Le stockage objet, c'est une méthode, et j'ai choisi Minio, c'est une méthode pour faire en sorte que exposer du stockage qui puisse être commun à nos deux fournisseurs de cloud. Dans cette architecture, je suis parti du principe, complètement arbitrairement, que j'avais besoin que mes services de chaque côté aient accès à la donnée au même instant et qu'elle soit cohérente entre les deux côtés. Vous me diriez, pour faire du stockage objet, j'aurais très bien pu utiliser S3 ou Google Cloud Storage. Oui, mais en fait, ça pose un petit problème, c'est que les S3 Google Cloud Storage, même si c'est tout du stockage objet, en fait, ils ne sont pas interopérables facilement. Le mieux qu'on puisse faire entre S3 et Google Cloud Storage, c'est ordonnancer des tâches de recopie à intervalles réguliers. Dans les deux sens, ça marche. Mais le problème, c'est que si jamais je dépose un fichier côté Amazon et que je veux qu'il soit disponible dans les 5 secondes ensuite côté Google, bah, clairement, on ne pourra pas le faire comme ça. Alors que l'avantage d'avoir un cluster Minio, cluster stockage objet, qui du coup est interopérable d'être de côté, parce que c'est le même, en fait, c'est le même cluster qui fonctionne à travers le VPN. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'avoir des verrous qui sont posés et que notre objet qui est déposé d'un côté sera accessible de l'autre de la même manière. Donc c'est quand même relativement intéressant. Il y a un élément que j'ai oublié tout à l'heure, je t'en passe à Minio, c'est en gros la partie CDN Fastly. Pourquoi Fastly? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, le principe est qu'on est sur un fournisseur de cloud Amazon, un fournisseur de cloud Google. Chacun a des offres de CDN, c'est très bien. Seulement, si on se met à utiliser un CDN de l'un ou de l'autre pour fédérer les accès entrants, bah, du coup, la perte de l'un ou de l'autre peut conduire notre application à disparaître. Donc là, on est obligé de faire appel à un tiers de confiance, malheureusement qui lui aussi se retrouve être un point unique de défaillance, parce que si lui tombe, bah, tout tombe, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix, et ce ne serait pas très cohérent de se lier à un fournisseur pour rediriger sur l'autre. Donc en gros, on va faire appel à un CDN qui, lui, va être notre point d'entrée de notre applicatif, et qui va distribuer le trafic entre chaque côté
en fonction des affinités de session, etc. etc. Donc c'est notre rôle, et il va se connecter vraiment sur les trafics. Pour Minio, j'ai fait le tour, et ben voilà, je pense qu'on est à peu près bon en fait. On est à peu près bon sur notre architecture multi-cloud. Elle est terminée. Notre infrastructure multi-cloud est terminée. On a un annuaire de service, on a un exécuteur pour les services, on a du stockage d'objets répliqué distribué, on a une interconnexion privée via le VPN, on a des répartisseurs de charge de chaque côté, on a un agrégateur en haut qui va fédérer le trafic. Ça marche très bien. Néanmoins, avant de commencer à vous montrer un peu les applications qu'on peut mettre dessus, parce que c'est quand même ça le but de la session, c'est de construire des applications, parce que là on parle que d'infrastructure au final, j'aurais vous faire un mini-rex de 2 minutes sur qu'est-ce qui a été compliqué de mettre ça en œuvre. Parce que tout cela, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler dessus en juin dernier. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits, je travaillais en collaboration avec pas mal de monde, et on s'est rendu compte en fait que c'est pas si simple que ça, quoi. Là, ce que je vous dis, ça a l'air très facile et très straightforward. Néanmoins, on s'est rendu compte de petites surprises. Typiquement, la latence réseau. Ah oui, quand on est sur une sorte de cloud, on est habitué à avoir une latence réseau qui est faible, parce que tout est au même endroit, ou même sur les zones de disponibilité qui sont différentes. Par exemple, AZ1 et AZ2 chez Amazon, finalement, on est sur des cibles privées, et donc ça communique très bien. Quand on se met à utiliser ce lien VPN, finalement, la latence, elle augmente de façon assez importante, quoi. Grosso modo, c'est x100 de mes derniers tests. Donc, c'est un truc à prendre en compte et pas se dire c'est bon, ça marche tout de suite, regardez sur le schéma fonctionnel, c'est super. Donc il faut le savoir, et c'est fait partie aussi des choix, c'est fait partie des raisons pour lesquelles j'ai mis en place un stockage de type Minio, stockage d'objets, qui supporte une latence qui est très importante, de mémoire, j'ai plus ça en tête, mais je crois que c'est 2 secondes de latence, donc c'est quand même assez intéressant. Alors qu'initialement, j'étais parti pour vous présenter une réplication de type SQL. Soit SQL hébergé directement custom, soit même, tout début, je voulais faire RDS synchronisé avec Google Cloud SQL. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, et les deux n'aiment pas trop parler ensemble. Mais bon, c'est possible. J'y suis arrivé, mais c'est très compliqué. Je me suis dit que ce n'était pas forcément ce qui est le meilleur à vous montrer. Deuxièmement, les performances sont différentes entre deux fournisseurs de cloud. Ça, je n'ai pas de métrique à l'appui. Néanmoins, de manière complètement subjective, les services d'un côté réagissent plus vite que les services de l'autre. Et donc, ce qui peut engendrer des petites surprises dès lors qu'on a un comportement unique, une architecture unique et cohérente. Et je me suis rendu compte que des fois, les serveurs dans un même cluster, typiquement le cluster Minio ou même les clusters Consul, les clusters nomades, des fois avaient des comportements un peu différents parce qu'ils ne réagissaient pas à la même vitesse. Autre petite chose à prendre en compte, les logiques réseau. Pour ceux qui ne le savent pas, chez Amazon, au niveau réseau, on a un sous-réseau par zone de disponibilité. Chez Google, on a un sous-réseau par région. Donc déjà, c'est une logique différente et c'est une façon de concevoir qui est un peu différente. Pareil au niveau des pare-feux. Au niveau des pare-feux, c'est pas géré de la même manière chez Amazon que chez Google. Donc c'est autant de petites différences qu'il faut avoir à l'idée et nous savoir que nous, pour fournir un ensemble cohérent à la partie applicative, il faut qu'au niveau infra, on s'assure que ce soit pleinement compatible, pleinement interopérable et qu'on parle les mêmes langages, même si nous, on doit faire des fois des traductions. Pour terminer, les petites écueils que j'ai rencontrés également, les fournisseurs de cloud ne documentent pas en fait l'interconnexion entre eux parce qu'ils n'aiment pas ça, ils préfèrent qu'on reste chez eux. Donc c'est un peu compliqué de trouver des exemples et de trouver surtout de la doc là-dessus. Et par contre, si on veut s'interconnecter en on-premise, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Ok, maintenant l'applicatif, je vais vous en reparler un peu tout à l'heure. Voilà ce que j'ai choisi d'implémenter. Donc on retrouve notre schéma initial, on retrouve notre CDN tout en haut, une application à base de Node.js, petite application web, avec un back-end Minio, les deux exposés via des VIP, et bien sûr, en rouge, la VIP applicative, en vert, la VIP stockage, et bien sûr, CDN Fastly s'occupe de distribuer le trafic et de l'attacher à chaque côté. Donc, ça marche plutôt pas mal, je vous montrerai juste après. Avant de commencer à regarder tout ça, les petits choix d'architecture. Je vais commencer à l'aborder brièvement, donc je vais aller assez vite dessus. Au niveau réseau, j'ai fait les choix, comme je l'ai dit, c'est que Google et Amazon vont très bien s'interopérabiliser, bon, admettons, et permettre de discuter ensemble de manière facile, parce que les VPN sont compatibles, c'est la norme IPsec. Donc c'est relativement simple. Donc ça, on l'a adopté, c'est multicloud, c'est interopérable. 2 tunnels IPsec pour la partie résilience. Ça permet de perdre un tunnel sans forcément qu'on ait une coupure de notre infrastructure multi-cloud. Également,
on a mis en place également un routage dynamique. Le routage dynamique, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, ça apporte quelque chose qui est très intéressant. C'est que les deux fournisseurs de cloud permettent de configurer des routeurs BGP privés, donc de s'échanger des routes. Ça permet de créer des sources d'un côté et de l'autre sans avoir à réannoncer le routage. On a déjà suffisamment à faire avec la partie applicative, avec la partie service, sans plus se rajouter la partie routage purement niveau 2, niveau réseau. Donc ça fonctionne bien. Une préconisation, forcément, des multiples zones de disponibilité. Pas de zone de disponibilité, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait une zone de disponibilité qui s'écroule. Bah, ça ne sert à rien de basculer un cloud entier si on perd une zone. Donc autant se distribuer sur plusieurs zones, surtout qu'on a des clusters. Typiquement, Nomad, c'est 3 nœuds. Consul aussi, autant les diviser sur plusieurs zones. Autre élément, la partie service. La partie service, Consul que je l'expliquais. Et ce qui est très intéressant dans Consul, c'est qu'il utilise le protocole Raft pour gérer le consensus. Donc Raft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une implémentation du protocole Paxos, plutôt une évolution du protocole Paxos, qui est, à mon sens, moins complexe et qui résout le problème du consensus de manière simple, en disant il y a un leader dans le cluster et c'est lui qui prend les décisions. Et ce mécanisme permet d'avoir un cluster qui est toujours actif, toujours vivant, du moment qu'on a au moins n divisé par 2 plus 1 nœud dans le cluster. Donc du coup, nous, si on a 3, ça permet d'avoir... On peut perdre un nœud sans avoir l'interruption globale du cluster. Consul, ce qui est intéressant, c'est qu'il gère aussi les tests de vie nativement. Il gère les tests de vie et ça permet de s'assurer que le service est toujours présent. Et vu que quand on veut le coupler à Nomad, et ce que je parlerai dans le slide d'après, Nomad va s'assurer de désinscrire et de réinscrire un service au fur et à mesure qu'ils disparaissent ou réapparaissent. C'est un élément qui est très intéressant. Justement, parlons de Nomad. Parlons de la partie exécution pure, cluster Nomad, même logique que Consul, finalement c'est la même base. Nomad utilise Raft également, donc du coup, ça nous permet d'être pleinement résilient sur cette partie-là. Nomad va gérer les inscriptions et les inscriptions de cluster de service. Donc du coup, si Nomad détecte qu'il perd un conteneur, qu'il perd un service, ou qu'il en crée un nouveau, il va automatiquement peupler le lien de service et donc s'assurer de la résilience à ce niveau-là. Enfin, on a Docker. Docker qui gère l'immutabilité, parce que c'est des conteneurs et on va les instancier de manière à ne pas travailler dedans. Donc ça permet de réinstancier automatiquement et d'être résilient. Résilient est garanti par l'automatisme de la solution. Si Nomad détecte une perte, il va réinstancier aisément ces clusters. Pour continuer, la partie stockage, je vais aller vite dessus parce qu'on a beaucoup parlé. Minio se réplique en multi-cloud. Et Minio, nous, en tant qu'affaire, vu qu'on a un cluster de service Nomad, on l'a instancié via Nomad. Ça permet à Nomad de gérer la test de vie de cette partie-là. Et bien sûr, c'est le même cluster qui est commun entre les deux clouds. Donc ils partagent toutes leurs données. Pour terminer sur le dernier élément, la partie répartition de charge, on a fait le choix de Traefik, couplé avec un Fastly pour la partie frontale. Et Traefik, forcément, ne va adresser des services dans la répartition de charge que ceux que Consul lui amène. Donc ça donne un avantage non négligeable, c'est qu'on n'a pas géré test de vue au niveau de Traefik, c'est Consul qui s'en charge et qui va retirer ou ajouter des services au fur et à mesure qu'ils disparaissent pour lui. Et enfin, Fastly, parce qu'il est multi-cloud, parce qu'il permet de distribuer le trafic entre les différents fournisseurs. On a beaucoup parlé, c'est pour ça que maintenant, je vous propose la démo, et pour ça, libérer le Kraken, parce que forcément, vous vous doutez, quand on arrive ici, je vous ai construit un peu cette architecture, donc elle est aujourd'hui active. J'espère qu'elle ne s'est pas écroulée entre-temps, mais ça serait dommage. Et pour ça, j'ai construit une petite application qui s'appelle Kraken, qui va nous montrer quelle est la vie actuelle de notre infrastructure. Alors. Ok. Je vais passer carrément en recopie d'écran. Tac. Hop là. Ok, donc... 1, 2. Donc, pour Kraken, voilà à quoi ça ressemble, grosso modo. C'est une bête appli qui, malheureusement, ne détruit pas. Donc, c'est pas un Chaos Monkey, c'est pas son boulot. Néanmoins, on voit que ici, elle nous montre la vie des applications. Donc, l'applicatif global, ici, app et storage. Les services internes. Je ne sais pas si tout le monde voit, je vais mettre un peu plus grand. Les services internes, donc le stockage côté Amazon de Nomad, côté Amazon, applicatif Amazon, Consul Amazon, pareil pour Google. Les répartiteurs de charge, chacun dans chaque infrastructure, les nœuds. L'applicatif, les services eux-mêmes en tant que tels, eux-mêmes.
Les nœuds de stockage, tout pareil. Et enfin, toute la partie, les nœuds nomades, les clusters nomades, les serveurs consuls. Cet applicatif, bah, c'est très simple. Hein. Pour la partie stockage, c'est Minio, comme vous pouvez voir là. Avec dedans, bah, j'ai simplement mis 3 fichiers dans un bucket. C'est assez grand. Ouais. Et là, pour la partie applicative, bah, c'est ni plus ni moins qu'une petite application qui affiche ce qu'il y a dans le bucket. Très simple. À partir de là, je vous propose, ce qu'on va faire simplement, tac, je vais agrandir un peu, peut-être un peu plus grand si je peux. Tout le monde voit? Ok. Donc là, je me suis déjà préconnecté, on gagne du temps pour chercher les IP, sur un nœud de type stockage. Donc si je regarde la partie Docker, je vois qu'effectivement, j'ai un conteneur Docker qui s'appelle Minio, qui tourne depuis 9 heures. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'il tourne. Et je vais décider simplement de l'éclater. Je vais le détruire. Puis on va voir ce qui se passe. Hop là, j'ai fait une bêtise. Tac. Il était détruit. Tac. Et maintenant, si je reviens sur la partie Kraken, je réactualise. Effectivement, il détecte que là, il y a une panne. Néanmoins, cette panne, on voit qu'il n'y a pas d'incident au niveau stockage côté Amazon. Ça continue de vivre le service, et y compris au niveau stockage global, ça continue de vivre. On reste résilient. Donc, il va mettre un petit peu de temps avant de détecter que la panne est intervenue. Je l'actualise quand même. Parallèlement à ça, je vous propose, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, de carrément tuer l'applicatif côté Amazon. Je la détruis. Hop là, détruite. On réactualise. Et là, maintenant, on voit que, entre-temps, on voit que notre nœud de Minio, si on regarde Docker, il a été rallumé. Ouais, il y a 20 secondes avant, parce que Nomad a détecté la panne et l'a réenregistré. Il a recréé, et on voit qu'effectivement, il a recréé. Par contre, la partie applicative, vu que je l'ai arrêtée manuellement, elle est en panne, et on voit qu'effectivement, la partie app côté Amazon est en panne. Par contre, la partie globale, lui, fonctionne très bien. Si je vais un peu plus loin, là, je suis sur ma console Google, je vais dire, je vais un peu plus loin, je vais carrément détruire des éléments entiers. Supposons le fameux Chaos Monkey dont j'évoquais tout à l'heure. Donc je vais détruire un client nomade, je vais détruire par exemple, qu'est-ce que je peux détruire d'autre? Un serveur consul et le trafic. Voilà, je l'ai détruit. Allez. Je l'ai détruit. On va le voir, c'est détruire. Tac. On voit déjà qu'on a un applicatif qui est tombé côté Google. C'est certainement que cet applicatif tournait sur le nœud que je viens de détruire. On voit que le nœud, justement, il est détruit là. Et on voit que, si je réactualise un petit peu, on voit qu'ici, le trafic frontal un des deux de Google s'est effondré. J'ai peut-être été un petit peu lâche au niveau des tests de vie frontaux. Voilà. Donc, par contre, la partie frontale de notre applicatif, elle reste résiliente. Parce que notre application ici, elle continue de vivre. Il n'y a pas de problème. Je l'ai actualisé, là, je ne sais pas si vous voyez, ça marche toujours très bien. Pourtant, j'ai détruit des morceaux entiers. Le répartiteur de charge frontale et un serveur nomade. Maintenant, je vais carrément être même plus violent. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre démonstration. Je suis sur Amazon, et je vais carrément tout détruire. Voilà. Oh, tant qu'à faire. Oh. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis passé en français, c'est rigolo ça. Tac. Allez hop, c'est parti. Tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Hein. On part d'une zone on part d'un cloud entièrement. Tac. C'est en train de réfléchir. Donc on voit là que toute la partie côté Amazon, elle répond plus en fait. Hein. Elle répond plus du tout. Hein. C'est mettre un peu de temps avant de tomber en time-out, mais elle répond plus du tout. Voilà. Et pourtant, la partie stockage, je pense que j'ai un test de vie qui est un peu long là-haut. Mais pourtant, la partie applicative continue à vivre. Hein. Et voilà, la partie applicative et la partie stockage, elle, même si tout le côté Amazon a entièrement disparu, c'est pas grave. Ça va rester fichier rouge dans quelques secondes, mais c'est pas grave. Ça continue de vivre et notre applicatif a résisté à une panne entière d'un fournisseur de cloud. Une panne que j'ai simulée, bien entendu. Mais voilà, ça a bien résisté. Et ça va mettre un peu de temps à s'afficher. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis en timeout pour les pings. Bref, voilà. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter.
Merci, merci. Je vais m'arrêter là-dessus. Juste pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit toute une série d'articles sur ce thème-là pendant les 5 mois depuis le mois de juin. Donc ils vont beaucoup plus loin là-dessus, qui parlent des problématiques et qui parlent de ce qu'on a fait et comment on l'a fait sur le blog de Whiskel. Et si vous voulez tester vous-même le code de déploiement, parce que finalement ce que j'ai déployé là, je n'ai pas le déployer là, c'est un peu de temps, il se pose sur mon GitHub. Et si vous avez des questions après la conférence, en plus de ce qu'on posait maintenant, j'ai mon Twitter qui est dispo et je réponds généralement assez vite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, au niveau du temps, on va être un peu short. On va laisser 3 questions. Ouais, déjà 4. Bon, les 4. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, elle était super intéressante. J'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que... ouais, je vais faire vite. Est-ce que vous avez pensé à établir peut-être un lien physique dédié entre les deux clouds? Est-ce que ça aurait eu du sens pour limiter en fait la latence entre les deux clouds? Alors c'est une question qu'on m'a déjà posée la première fois que je l'ai présenté cette session en répétition. Ça a du sens, c'est ce qu'on appelle les direct connect typiquement. Néanmoins, je ne sais pas si c'est possible de le faire entre deux cloud providers. Il faudrait renseigner auprès des commerciales de ces cloud providers. D'autre part, un direct connect ça coûte un peu cher. Donc je n'ai pas voulu plomber les comptes pour cette démonstration-là, mais certainement, vu qu'on est sur un lien privé, du coup on passe plus par Internet, et on pourrait réduire fortement la latence et s'assurer un débit garanti. Ok, et je finis. Est-ce que, vous pouvez nous donner des exemples des problèmes que vous avez eu dus à la latence justement qu'il y avait entre les deux data centers, et si vous avez eu aussi des problèmes des partitions de réseau en fait? Alors, j'ai pas rencontré de problème de partition réseau. Parce que le reste, en gros, j'adressais que par des services, les derniers des services, et le routage dynamique permettait de supprimer des zones réseau entières et de se reconfigurer à la volée, donc ça c'était plutôt bien. Par contre, la latence, oui, j'ai eu des soucis, comme j'expliquais en fait pendant la session, notamment sur tout ce qui est stockage avec, on appelle à base de transactions, typiquement les SQL, ou même d'autres types de stockage. À un moment donné, j'avais envisagé d'utiliser Ceph pour la partie stockage, parce que ça permet de faire du fichier plus de l'objet. Et clairement, ça ne réagissait pas très bien dû à cette latence. Donc c'est un problématique. Je l'ai abordé dans le blog, justement, dans l'article. J'ai parlé beaucoup de tout ça et des différents tests que j'ai faits et différents types de stockage. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi ça pour cette démonstration-là, c'était plus simple. Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à la donnée sur ton cluster Minio. Est-ce que il y a un système justement pour permettre à la donnée d'être répliquée de type erasure coding où la donnée est vraiment dispatchée pour, au cas où tu perdes vraiment un site, ne pas perdre de données justement et pas l'avoir répliquée 2 fois sur le même site? Alors justement, ça c'est un sujet que je n'ai pas parlé dans la présentation parce que Minio, ce n'est pas la technologie que je voulais présenter. Mais néanmoins, il faut savoir que par exemple, en l'occurrence pour Minio, Minio a un mode de fonctionnement qui permet, tant qu'il a un quorum égal à n divisé par 2 plus 1, on peut continuer à écrire dessus. Et il y a des mécanismes d'erasure coding qui sont implémentés et de stockage et de distribution du stockage pour justement éviter la corruption et permettre de s'affranchir de tout ça. Donc ça, c'est implémenté dans Minio. Et si jamais on perd un cloud entier, ce qui va se produire, c'est que même s'il faut n divisé par 2 plus 1 nœuds pour fonctionner en mode écriture, s'il ne reste plus que n divisé par 2, Minio reste accessible, mais plus qu'en mode lecture, parce qu'il est plus en manière de... Comme on dit, en moyen de garantir la cohérence des données, vu que chacun a le nombre exact. Donc du coup, vu qu'il n'y a plus de cluster formé, il reste les lectures possibles, mais il ne garantit plus l'écriture. Pour Minio, en l'occurrence. Enfin, ça dépend du stockage qu'on emploie. Minio, c'est un exemple, ce qui était facile à implémenter. Plus de questions. Dernière question. Très bien, merci. J'ai un peu de temps, par contre.